Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé cette image en perspective à l'aquarelle. Comme toujours, le processus commence chez moi par un croquis dans mon petit carnet bleu. Je vais alterner entre la vue en perspective qui est en haut de ma feuille et un plan rapide qui est juste en dessous afin de pouvoir décider des positions des différents éléments dans ma perspective et que cela constitue un espace réaliste. L'un des secrets, selon moi, pour réussir à dessiner une bonne perspective, c'est de toujours se baser sur un plan. Il peut être rapidement fait tant qu'il est à l'échelle, comme ici. Ce zoning me permet de définir la position des différents éléments, mais aussi les circulations autour. Et une fois qu'il est formalisé, je passe à la perspective. Je ne vais pas m'étendre en détail aujourd'hui sur la construction géométrique de la perspective, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo très complète là-dessus il y a quelques années, et je vous mets donc le lien de cette vidéo dans le i juste en dessus. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit, et je poste des vidéos tous les vendredis à 18h sur des sujets liés à l'architecture et au dessin. L'objectif de ce dessin aujourd'hui est un petit peu de confronter les deux univers graphiques dans lesquels j'évolue. D'un côté, le dessin en perspective à 2 points de fuite à la règle que j'ai pu apprendre à l'école, et de l'autre, la peinture aquarelle qui est ma passion depuis quelques années. Je me demandais en fait s'il était possible pour moi d'allier quelque part les atouts de ces deux univers graphiques pour pouvoir créer un style un petit peu nouveau et qui finalement me correspondent beaucoup plus et unifie quelque part ces deux côtés de ma pratique graphique. Et je dois bien avouer que, au vu du résultat, qui est encore perfectible mais qui est plutôt satisfaisant pour un premier essai, j'ai bon espoir d'avoir mis le doigt sur quelque chose de plutôt intéressant. Petit détail, vous remarquerez ici que je me suis gaufrée sur le dessin de la table centrale de mon fleuriste et donc du coup, j'ai réutilisé un morceau de papier que j'ai collé à la place pour pouvoir redessiner par-dessus. Étant donné que je dessine sur du papier layout qui a donc une certaine transparence, cela me permet de pouvoir faire se succéder les couches de dessin et revenir par-dessus avec de nouvelles feuilles afin de pouvoir corriger les problèmes qu'il peut y avoir ou bien de mettre au propre mon dessin. En général, je n'ai rien contre le fait de conserver les tracés de construction d'un dessin apparent. Je trouve ça plutôt beau et plutôt dynamique. Mais en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de dessins en perspective comme ça, je suis infichue d'avoir un crayonné propre du premier coup. Et donc, je vais souvent le redessiner au stylo pour pouvoir le redécalquer sur une autre feuille de layout et venir se succéder les couches et corriger au fur et à mesure mon dessin, ce qui me permettra d'avoir un dessin final propre. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire si je dessinais directement sur ma feuille de papier finale dès le début. Je trouve ça plutôt libérateur de me dire que ma phase de crayonner n'est qu'une étape temporaire et que tout peut encore changer et être modifié, alors que le crayon à papier, si je l'utilise sur mon papier aquarelle final, va écraser un petit peu mon grain, va laisser des traces, etc. Le fait de faire mon crayonné sur une feuille différente et d'ensuite venir le reproduire à la tablette lumineuse sur mon papier final va me permettre de réellement gagner en liberté au moment de la phase de crayonner. Ma conception du crayonné est celle d'un outil de travail qui va me permettre de construire mon dessin et ma perspective. C'est d'ailleurs pour ça que parfois je vais utiliser du crayon. Lorsque je vais avoir trop de couches de crayon et que je ne m'y repère plus, je vais passer avec du stylo noir ou bien même des stylos de couleur. Je vais faire des crayonnés de différentes couleurs, remettre du papier par endroits, etc. Et réellement ne pas hésiter à modifier, à transformer et à se servir de tous les outils possibles pour pouvoir construire ma perspective en m'y retrouvant le mieux. C'est un outil de travail. Et une fois que je vais être satisfaite de ce dessin final, je vais pouvoir le passer sur mon papier aquarelle, qui est en l'occurrence un papier Strathmore Mixed Media,
avec une table lumineuse. Je vais donc finalement décalquer mon dessin final sur mon papier final. Bon, vous avez peut-être pas besoin de me voir décalquer un dessin non plus, mais en gros, je positionne mon crayonné en dessous, mon papier aquarelle au-dessus, je mets bien le papier aquarelle droit pour que le dessin soit droit sur mon papier final, et ensuite je viens tout décalquer au crayon à papier. Et maintenant que j'ai mon dessin au crayon propre sur mon papier aquarelle, je peux passer à la mise en couleur directement sans ancrage. Et oui, sans ancrage. Je sais que vous êtes habitués à ce que je fasse un ancrage avant de faire une mise en couleur à l'aquarelle, mais ici, je vais utiliser une technique qui est plus proche de ce que je fais en perspective au feutre, et lorsque je fais une perspective au feutre, je mets toujours en couleur directement sur mon crayonné, et ensuite, je viens rajouter des contours juste là où ils sont nécessaires pour bien comprendre les volumes. Parce que ça va renforcer le volume et la profondeur et limiter l'effet dessiné. Après, bien sûr, comme toujours en dessin, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bonne pratique. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez et comme vous préférez. Je dois bien avouer que, pour moi en tout cas, ça me demande beaucoup plus de rigueur à l'aquarelle de la faire comme ça plutôt que d'avoir le contour. Finalement, lorsque je fais des contours, que je fais un ancrage avant de faire la mise en couleur, la partie aquarelle, c'est quelque part du coloriage. Je viens remplir les zones avec une couleur. Bien sûr, je donne des effets d'ombre et de lumière, mais j'ai ce trait de contour qui arrête naturellement ma peinture. Que ici, ça me demande vraiment une plus grande maîtrise de l'aquarelle et du pinceau, étant donné que je n'ai pas ce cerne noir qui vient m'arrêter naturellement. Du coup, quasiment toute cette aquarelle aura été faite avec un très petit pinceau, afin de pouvoir réellement maîtriser là où je mets les couleurs. Concernant le projet en lui-même, il s'agit d'un concept fictif d'alliance entre un fleuriste et un potier que j'ai appelé Terracotta parce que je suis extrêmement originale et l'objectif ici c'était réellement de créer un exercice pour moi pour cet essai de perspective à l'aquarelle. Ce n'est pas du tout un travail professionnel parce que honnêtement, à l'heure actuelle dans le milieu professionnel, on va surtout me demander des plans et des simulations 3D plutôt que des perspectives à la main. Pour vous donner un ordre d'idée du temps que peut me prendre un dessin comme ça, en sachant que je ne suis pas rapide, pour cette vidéo, j'ai environ 9 heures de rush, en sachant que je n'ai pas enregistré la phase où j'ai décalqué mon dessin, qui m'a pris à peu près 2 heures, je pense. Donc une illustration comme ça m'a pris environ 11 heures, réparties sur 3 jours et demi à peu près. Bien sûr, ce n'est pas un projet professionnel, donc du coup, je n'ai pas passé ma journée dessus, mais on va dire que si je le faisais de manière professionnelle, ça me prendrait à peu près 1 journée et demie. Ça explique un petit peu pourquoi est-ce que on privilégie la 3D dans le milieu professionnel, parce que ce même projet, si je devais le faire en 3D, me prendrait à peu près 1 journée à monter, je pense, mais par contre, je pourrais sortir plein de vues différentes issues de la même 3D, que là par contre, avec un dessin à la main comme celui-ci, qui a son côté extrêmement charmant de par son côté texturé, réel, mais par contre, si je veux une autre vue, il faudra que je passe à nouveau 11 heures à faire un autre dessin. Donc au niveau timing, c'est beaucoup plus rentable professionnellement de faire une 3D et de sortir plusieurs vues que de faire plusieurs dessins. Mais ça, bien sûr, c'est sans prendre en compte le côté extrêmement séduisant d'une image faite à la main et aussi sans prendre en compte le fait que je suis lente, je dessine lentement. Et donc quelqu'un de plus rapide que moi, potentiellement, sera peut-être plus rapide en faisant des dessins à la main qu'en faisant des 3D. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais personnellement, je ne suis ni team 3D, ni team dessin à la main. J'estime que les deux ont leur place et leur importance, à des étapes différentes du projet. Et donc, je ne vais pas être là à vous dire « il faut absolument tout faire à la main » ou bien
Il faut absolument tout faire à l'ordinateur, le dessin à la main c'est dépassé, on n'en fait plus du tout. Parce que pour moi, les deux sont vraiment complètement compatibles et complémentaires. Ceux qui vont vous dire que l'utilisation de logiciels comme AutoCAD ou SketchUp est complètement facultatif dans le métier d'architecte d'intérieur vont vous dire des semi-vérités. Car oui, effectivement, il y a des architectes et des architectes d'intérieur qui ne se servent pas d'AutoCAD, mais 99% du temps, ce sont des gens qui vont faire appel à des sous-traitants, des dessinateurs projeteurs, qui vont, eux, faire les dessins de leurs projets. Et donc, il y aura quand même, sur beaucoup de projets, des dessins AutoCAD, des plans qui auront été dessinés. C'est juste qu'ils n'auront pas été dessinés par l'architecte lui-même, mais par un de ses employés ou bien un sous-traitant. Cela ne veut pas dire que je trouve le dessin à la main inutile, bien au contraire, sinon je ne serais pas en train de vous faire cette vidéo où je vous dessine une perspective complètement à la main et en plus avec une technique qui est très traditionnelle, la peinture. C'est juste que pour moi, les deux sont complémentaires, tout simplement. Pour en revenir à la perspective que nous sommes en train de dessiner, pour faire la comparaison un petit peu entre les perspectives au feutre qui sont celles que j'ai l'habitude de faire et celles que je suis en train de faire là à l'aquarelle, le gros avantage que j'ai eu à l'aquarelle, c'est de réellement avoir une flexibilité dans le choix des couleurs. C'est-à-dire que si je voulais une couleur légèrement plus rose, légèrement plus jaune, je pouvais faire des mélanges d'aquarelle, ce qui est un peu plus compliqué à faire avec des feutres. Bien sûr, avec les feutres à alcool sur du papier layout, on peut superposer les couches pour obtenir des variations de couleurs, mais c'est tout de même moins flexible et c'est limité à la quantité de feutres que l'on a. Alors que à l'aquarelle, avec juste 5 ou 6 tubes, on peut faire une infinité de couleurs. C'est réellement le gros avantage que j'ai trouvé, c'est-à-dire que j'ai pu vraiment jouer avec les couleurs pour obtenir les effets que je souhaitais. On comprend par exemple bien que les seaux dans lesquels sont les fleurs sont plutôt en métal inox, mais que le mur du fond est plutôt dans un matériau un peu tableau à craie ou bien ardoise. Et si j'avais dû le faire au feutre, j'aurais potentiellement dû utiliser les mêmes feutres gris, et donc du coup, il n'y aurait pas eu cette différence de ton dans le gris entre ces deux éléments-là. A l'inverse, le gros avantage du feutre, c'est la maîtrise qu'on peut avoir du tracé. Donc par exemple, pour faire les éléments droits, comme les pieds de la table, je trouve ça beaucoup plus facile au feutre, d'autant plus qu'on peut s'aider d'une règle, là où avec le pinceau, personnellement, j'ai plus de difficultés à tirer des traits droits. Ça se fait, mais c'est un peu plus compliqué, d'autant plus quand on n'a pas encore de traits de contour, comme j'ai pu le faire. En parlant de traits de contour, vous voyez ici que je trace enfin quelques contours avec un feutre calibré Pigma Micron. C'est pour m'aider à peindre les huisseries de mes baies vitrées un peu atelier d'artiste, parce que j'avais parfaitement conscience que si je les faisais uniquement au pinceau, elles allaient se retrouver un petit peu molles, que là au moins, en fait, le stylo va laisser un léger creux dans le papier, ce qui va forcer l'encre, parce que je vais faire ces structures à l'encre de Chine noire, ça va forcer l'encre en fait à rester réellement là où je le souhaite et diriger finalement l'encre exactement là où je veux qu'elle se positionne. Et donc ça va beaucoup me faciliter la vie afin de pouvoir faire ces éléments dont la géométrie est réellement très importante. Et donc me voici à ressortir de l'encre de Chine pour pouvoir faire toutes les huisseries. Je dois bien avouer que ça a été un petit peu long à faire, mais le fait de voir d'un coup ces structures prendre de la couleur, enfin du noir, et structurer l'espace et le rendre plus dynamique, le rendre plus géométrique, plus graphique finalement, c'était extrêmement satisfaisant. À l'origine, je souhaitais faire uniquement certaines faces à l'encre de Chine noire et faire le reste avec des aquarelles gris très foncées pour bien montrer les volumes de mes baies vitrées. Mais en réalité, j'ai fini par décider de tout faire à l'encre de Chine, tous les côtés, pour renforcer ce côté graphique
que je trouvais très intéressant en contraste avec les briques qui sont plus organiques et bien sûr les pots de fleurs qui sont eux évidemment très organiques aussi. J'ai vraiment bien aimé ce contraste entre la géométrie de ces baies vitrées et de ce plafond vitré contrasté avec les fleurs. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien au niveau de l'espace et je dois bien avouer que j'aimerais bien voir ce petit fleuriste en vrai s'il existait. Ça me plairait bien. Si quelqu'un par ici est fleuriste et est intéressé par une prestation d'architecture d'intérieur, je serais ravie de discuter avec cette personne pour potentiellement lui céder gracieusement les droits de ce concept de magasin, rien que pour le plaisir de le voir en vrai. Honnêtement, ça me ferait très plaisir. On arrive à la fin de la partie peinture de ce dessin. Une fois que j'aurai fini ces quelques ombres que je rajoute, je vais passer au stylo pour rajouter quelques détails au Pigma Micron pour avoir des tracés de contour juste là où ils sont nécessaires pour un petit peu redonner du volume et de la définition, et surtout au stylo blanc et à la gouache blanche pour apporter des points de lumière là où ils sont nécessaires et augmenter la définition du logo qui est sur le mur du fond. C'est l'étape finale finalement qu'on pourrait penser un petit peu inutile, mais qui à mes yeux rehausse réellement la perspective et lui donne de l'éclat et de la lumière. C'est un petit peu la touche finale qui va apporter du volume et je la trouve hyper importante et hyper satisfaisante aussi. Et voilà, la perspective est terminée. Je dois bien avouer que je suis plutôt emballée par le résultat, même si bien sûr il y a toujours des choses à perfectionner, mais je trouve ça plutôt encourageant. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude la partager sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très très plaisir et c'est ça qui fait vivre la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est le bouton rouge juste en dessous et je poste des vidéos tous les vendredis à 18h. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux et aller découvrir ma boutique d'aquarelle, le lien est dans la description juste en dessous. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'ici et moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!